L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Et si danser, c'était aussi transmettre un héritage? Dans ce deuxième épisode, Nelson et Wande ne parlent plus de gagner, mais de construire. C'est toujours le danseur de hip-hop le plus titré au monde, mais il cherche aujourd'hui l'essence et la scène. Ce n'est plus l'adrénaline du battle qui l'anime, mais le besoin de faire de la danse un espace vivant, ouvert et engagé. C'est là où je commence à me dire que maintenant, il faut que j'entreprenne. Il faut que j'entreprenne et puis il faut que je fédère. Il faut que j'arrive à créer des événements où les gens sont contents de venir. Et c'est pour ça que moi, c'était important de faire des soirées parce que c'est là où j'ai le plus dansé, en vérité. Le club, c'est de là où je viens. Les premières booms au quartier, c'est là où je fais mes premières classes. Donc pour moi, c'est super important de retrouver cette énergie et de la donner aux gens, à mes pairs en fait, avec qui je partage cette passion. Et pourtant, il connaît aussi la pression de l'évaluation, celle d'être juge dans des compétitions, un rôle délicat où l'on devient spectateur actif du parcours des autres. Le vrai jeu, déjà, c'est de rester impartial, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est hyper dur de le faire quand on est sur de l'émotion. Parce que la danse, c'est ça que ça te procure, c'est que des émotions, Et toi, en tant que juge, tu dois aussi bien les prendre et voir ce que ça te fait, et en même temps, pas te laisser submerger par ça, parce que tu dois quand même avoir un œil sur la technique. Dans cet épisode, il nous parle de sa ville, Ivry-sur-Seine, où il rêve de créer un festival itinérant, de son premier rôle dans le spectacle Casse-Noisette de Blanc-Cali, de son collectif Enfants Prodiges et de ses projets pour mettre en lumière les femmes du hip-hop. Un épisode tourné vers l'avenir où la danse devient un acte de transmission. Si cet épisode vous inspire, pensez à vous abonner au Sens de la danse, à activer la cloche et à laisser 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Tu gagnes tous les battles, il y a un moment donné où il faut passer à autre chose. Ouais. Peut-être un peu plus en mode création de projet, entreprendre quelque chose et finalement ne plus être derrière les gens, mais faire son propre truc. Comment tu le matérialises ? Comment ça se matérialise de Enfants Prodiges né Blèche? Raconte-moi comment ça s'est passé. Comment est-ce que tu t'es dit « Ok, on y va » ? C'est encore un jeu, ça, hein. Ouais, écoute. Alors parle-moi ce jeu et tes règles. Ça part d'un truc de langage. Blèche qui rentre dans notre vocabulaire à ce moment-là. En arabe. Voilà. Rien. Et donc, ça devient, si tu veux, à une petite partie de Enfants Prodiges, un groupe dans le groupe, ça devient notre slogan de vie. Oh, on est rentré en boîte, on a été invité, Blèche. Ouais, on a gagné ça, on s'est préparé hier soir, Blèche. Tu vois ce que je veux dire? Et ça devient un peu ce truc, la blècherie, où il en faut peu pour être heureux. Ah, quand même. Ouais, bah Finalement. ouais, mais peu, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire? Peu, ça reste rien. Donc, il en faut pas beaucoup. Et donc, en vérité, que ce soit dans la gratuité ou que ce soit dans le fait de se sentir VIP alors que tu l'as pas demandé, ou tout ce truc-là. Et donc, on développe, ça part sur les soirées. Donc vous développez des soirées. Les Blèche Parties. Les Blèche Parties. C'est quoi le concept ? Ben, je voulais faire une soirée pour les danseurs, mais où les danseurs s'habillent bien. Parce que sinon, c'est pas le cas. Ben, c'est pas que c'est pas le cas, c'est que sinon, on va s'habiller soit hip-hop, soit tu vas venir t'entraîner. Et moi, j'avais envie de faire une soirée où ben on est des danseurs, on est toujours dans le style, dans le truc et tout. Venez, on fait une soirée où on s'habille, on se met vraiment sur notre 31. Genre comment ? En smoking ? Ben, c'est pour ça que la première, c'était un jour de l'an. Ouais. La première, c'était un jour de l'an, et pour bien installer le concept. Et ensuite, après, ça se faisait à n'importe quelle date, en vérité. C'est devenu pendant 1 an ou 2 ans, je crois, qu'on a fait les afters du Juste Debout, du coup, de Blèche. Et c'était un bon événement. C'était en marge avec ce que je faisais aussi avec Yuxon, les House of Hip Hop, qu'on faisait à la petite halle de la Villette, où là, c'était plus un espèce de tremplin d'artistes dans une soirée. On invitait des shows, que ce soit danse ou musique, etc. Et puis donc Blèche, les soirées, et puis après il y a eu la marque. Oui, parce qu'après tu développes quand même une structure, une entreprise. Bah après il y a la Tebois qui se met en place. Donc la Tebois, c'est une association de 5 personnes à l'époque où on décide de monter ces structures pour pouvoir faire de l'événementiel. Parce que je suis déjà dans aussi l'organisation de battle. Il y a le premier événement que je fais, et ça date en vérité, c'est avec le crew, c'est LKS. Le LKS Battle, c'est aux arènes de l'Agora, on l'a fait entre 2011 et 2014. Et ensuite, à partir de 2016, je fais les House of Hip Hop. 2017,
17-18, c'est les premières blèches parties, jusqu'au Covid, en vérité. Donc il fallait la structure. Ça devient sérieux. Au bout d'un moment, on peut plus jouer sans jouer avec les règles de tout le monde. Donc il faut qu'on commence à se structurer. Donc on monte cette boîte qu'on appelle la Tebois. Et puis bon, après vient le Covid. Donc là on ferme tout ça. On finit avec Blèche et je suis reparti là depuis un an. On est reparti sur l'événementiel. Mais c'est vrai que Blèche, c'est une grosse partie de mon histoire. Après Enfant prodige, dans la continuité, parce que c'est là où je commence à me dire que maintenant il faut que j'entreprenne. Il faut que j'entreprenne et puis il faut que je fédère. Il faut que j'arrive à créer des événements où les gens sont contents de venir. Et c'est pour ça que moi, c'était important de faire des soirées, parce que c'est là où j'ai le plus dansé, en vérité. Le club, c'est de là où je viens. Les premières booms au quartier, c'est là où je fais mes premières classes. Donc pour moi, c'est super important de retrouver cette énergie et de la donner aux gens, à mes pairs en fait, avec qui je partage cette passion, parce que c'était important pour moi d'être dans la danse sans être dans la pression, dans la compétition, dans le truc, mais vraiment d'être dans l'essence pure du truc, le partage. Et il y a rien de mieux que de voir tes gens sourire et s'amuser et kiffer sur les mêmes sons et faire des soirées à thème et voir tout le monde bien s'habiller. On avait fait une élection de Mrs. et Mr. Blèche, tu vois ce que je veux dire? Donc il y avait tout un truc autour de ça où pour moi c'était vraiment l'essence de ce que j'aime voir. Et du coup, on revient toujours à cette âme d'enfant et où tu joues, Ouais, de fond. en fait. Parce que après, t'aurais pu faire prof, tu vois, aussi pour redonner à tes pairs. Ouais, bah je transmets aussi, je fais Tu toujours fais ça. des workshops, Ouais, bien sûr, je donne des cours. Je peux pas dire j'ai des petits attitrés, tu vois. J'ai pas monté de groupe de petits qui montent ou quoi. Non, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire qu'ils sont passés par chez moi, que j'ai inspiré ou quoi aux caisses. Mais comme j'ai pas eu ça moi non plus, je suis le petite personne. Je me considère comme le petite personne, même si j'ai des grands. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui m'a éduqué dans cette danse, à part ma mère, au final. Mais elle fait pas de popping. Mais du coup, j'ai jamais voulu aussi, je crois, prendre ce truc, prendre ce rôle je suis ton grand, je suis ton petit, tiens t'es mon petit, tiens fais comme ça ou fais comme ça. Et donc j'ai laissé toujours les gens venir ou partir à leur guise. Et moi j'ai toujours été, il me semble en tout cas dans le partage avec les gens, tu vois, à donner les infos que j'ai ou quoi aux caisses. Mais c'est vrai que Un électron libre, finalement. en électron libre, et puis aussi parce que j'ai beaucoup voyagé. Donc quand t'es pas chez toi, tu peux pas vraiment construire, faire des choses pour les gens de chez toi, tu vois. J'aurais aimé faire plus pour Ivry-sur-Seine par exemple, tu vois. Mais il y a des petits que moi j'ai eu après qui ont monté des trucs, qui ont fait des choses et tout, etc. Donc c'est cool, tu vois, ils ont porté le flambeau. En tout cas, ta casquette d'entrepreneur, c'est encore un autre statut. Comment tu l'as vécu, ça? Comment je le vis vachement bien. C'est mon virage. Ma deuxième partie de carrière, ça va être ça. Ça va être entreprendre aussi bien dans la danse que dans d'autres milieux. Tu vois, je m'intéresse à plein d'autres business, à plein d'autres choses. Je m'éduque, je me forme à plein de trucs. Donc, Pourquoi c'est important, ça, pour toi? bah parce qu'encore une fois, je pense que après le métissage, le savoir, c'est la clé. Le savoir est une arme, comme on dit si bien, tu vois. Donc, je pense que là, aujourd'hui, en plus, on rentre dans une ère de intelligence artificielle. Je veux dire, si t'es pas calé, dans quelques temps, t'es à la ramasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça va aller super vite. Et voilà, la génération de Caïs, ils sont nés là-dedans. Mais pas nous. Donc, il faut qu'on s'adapte. Et puis, c'est hip-hop, en vérité. Tu vois, le hip-hop, pour moi, c'est une adaptation, déjà. C'est une inspiration. Donc si tu t'adaptes pas, tu disparais limite. Donc il y a un peu ce truc chez moi où j'aime bien être actuel, j'aime bien m'intéresser aux nouvelles choses, aux nouvelles technologies, à tout ça, même si je considère que j'ai du retard, que j'ai pas assez de temps, j'aimerais avoir des journées de 48 heures. Comme tout le monde. De l'immobilier à la crypto, tu vois, c'est des trucs sur lesquels j'essaie de mettre des billes et de me jeter dedans parce que c'est trop important pour moi de diversifier au max. Comment t'as vécu là ce dernier JD? Tu le fais avec Empty Pop. Raconte-moi un peu comment c'est. Quand je t'ai interviewé, tu m'as dit je boucle la boucle. Ouais, j'ai dit ça? Ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est vraiment ça en plus. Lui, il est beaucoup plus jeune que toi. Ouais, on a 10 ans de différence. Ouais. Et c'est un peu la nouvelle. Tête montante. C'est ça. Donc raconte-moi un peu comment tu le vis, ça. MT, c'est un mec que que je vois depuis quelques années, parce que j'ai beaucoup jugé en Asie. On a même fait un jeu télé ensemble
En Chine, on est resté 4-5 mois ensemble là-bas. Bon, il n'y avait pas que lui, mais bon, voilà, il était là. Et puis, en fait, MC Pop, c'est un Viet. Et moi, bizarrement, j'ai une sacrée connexion avec les Viet. Depuis l'école maternelle, et un mec et une meuf de ma classe à l'époque, jusqu'à Dédé, avec qui je gagne le premier JD, jusqu'à Little Chao, photographe émérite, mais aussi un Le grand JD, pote, justement, ouais. qui est aussi enfant prodige à l'époque, et jusqu'à MT. En vrai, si encore je continue dans l'idée de ces familles et tout, dans le pop et tout, il y a tout qui est fait pour nous séparer. Tu vois, on n'est pas du tout dans la même veine de popping. Lui, il fait carrément un autre style, genre de popping, tu vois, même si c'est un style que moi je kiffe. Tu le Encore une fois. qualifierais comment son style? Bah, lui, il est plus dans ce qu'on appelle tout ce qui est strutting et animation. Donc, c'est vraiment un peu plus ce qui est la Bay Area, donc Auckland Boogaloo. Voilà, tout ce qui est strutting family, toutes ces choses-là et beaucoup plus animation, même si c'est des styles que moi j'ai pratiqués. C'est pas mes styles de prédilection, on va dire, mais c'est des choses que j'ai appris à maîtriser pour pouvoir discuter. Tu vois, si j'avais pas fait ça, on n'aurait pas pu se connecter comme ça. Et lui, il est dans la même veine. C'est un mec qui, effectivement, ça, c'est ses styles de prédilection, mais il aime tout. C'est un danseur, c'est un passionné, tu vois. Et c'est un mec déjà old style. Il est déjà hyper ouvert. Et en fait, c'est quand j'ai vu ce truc-là chez lui que ça m'a intéressé, où je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Au-delà du fait que, ouais, c'est la tête montante, c'est vraiment le mec qui gagnait, il a fait un run de dingo depuis 2 ans, il a tout gagné. C'est même pas pour le buzz. C'est vraiment parce que, à un moment donné, j'ai eu cette connexion avec lui, et cette connexion, elle est arrivée en club en plus. Rien à voir avec un battle ou quoi, tu vois. C'est vraiment parce que je l'ai vu danser au milieu de 3-4 filles et que j'ai dit, mais attends, mais comment t'arrives, toi, tu vois? C'est, comme je te disais tout à l'heure, en Asie, t'as vraiment pas ce même rapport au truc. Et chez lui, en fait, chez les Viet même en général, je retrouve ce truc, tu vois. Et du coup, comme entre parenthèses, moi, Shao, je l'appelle mon négro, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ce truc un peu où quand je vois MT, je me dis là, il faut qu'on connecte, il faut qu'on aille. Puis il me dit, vas-y, let's go, avec grand plaisir, let's go, tout ça. Je vais à Paris. Et Parce que lui, il habite là-bas, au Vietnam? il habite au Vietnam, ouais. Ouais. À Hanoï, c'est ça? Ouais, c'est un mec de Hanoï. Et du coup, il vient et t'as toujours cette petite appréhension, tu sais, quand t'as vraiment jamais vraiment travaillé avec quelqu'un en binôme, tu te retrouves tout seul, toi et lui, dans une salle, comment ça va se passer? Et en fait, nature peinture, quoi. Ça veut dire que tout s'est fait naturellement. On a tout de suite connecté. Il a vu que moi, j'étais pas en mode on va faire comme ça, on a un. Je pense que j'ai cette énergie quand même directive, mais il a vu que j'étais en mode vas-y, tu vois, propose à mort. On a besoin de, tu vois, de faire ça pour de vrai, sinon ça va pas le faire. Bien sûr. Et du coup, c'était vraiment ça. Le but, c'était vraiment ça, de montrer cette connexion, de montrer même dans les routines, dans les départs, qu'on a bossé, quoi. Parce que moi, c'est toujours ça, tu vois, quand je commence à bosser en intensif comme ça, et il me l'a dit après, j'ai jamais bossé comme ça. Et pour moi, qu'un mec comme lui, un Asiate, une bête de travail, vienne me dire ça, je me dis, c'est bon, tu vois, on est bien, on est sur la bonne voie, les gars. Et du coup, voilà, après le battle, encore une fois, t'as vu, c'est toujours ce que je vais dire, on a bossé pour, donc. Logique. Normal. Logique, normal, non, parce qu'il a fallu bosser, il a fallu se taper, tout, etc. Mais je veux dire, c'était le but. Donc, rien de exceptionnel dans les fêtes pour moi, parce que ça montre une longévité, tu vois. Il y a 15 ans, j'étais là, et 15 ans après, je suis toujours là. Ça boucle la boucle. Ça boucle la boucle. Et après, alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a gagné 4 fois le JD, notamment? On va pas pour un 5e. Ça y est, moi, je me retire, en fait. Dans un sens où si tu vas me voir continuer à jouer, ça peut arriver, mais je vais plus le prendre moi en mode exhibe, tu vois, showcase qu'autre chose. J'ai longtemps attendu, en vérité, même si ça me plaît et que je te dis c'est addictif, j'ai longtemps attendu ce moment-là où je vais pouvoir dire ça y est, j'arrête de faire des battles. Je l'appréhendais de fou et ça fait 6 mois et je kiffe ma life. Tant mieux. Ah ouais, non, mais je kiffe ma life parce qu'en plus, ça me laisse beaucoup de temps dans ma tête, en moins, à me concentrer, me préparer mentalement, parce que j'ai quand même besoin de ce conditionnement-là. Chez moi, ça demande beaucoup d'énergie parce que ça demande tout. Je sacrifie tout à côté, tu vois. Du coup, là, ça me fait du bien. Je peux me concentrer sur d'autres choses. Toutes les autres entreprises que je veux faire, là, je peux le faire et j'ai le cerveau totalement disponible pour ça.
notamment travailler avec une très grande chorégraphe comme Blancali. Comment ça s'est passé ça, Casse-Noisette? Comment elle t'a approché? Parce que, enfin voilà, Blancali, très grande chorégraphe contemporaine. Raconte-moi un peu. C'est une très belle rencontre déjà. C'est marrant parce que je crois que je suis allé voir son film Le Défi en 2001, je crois. Donc j'avais genre 15-16 ans. C'était une sortie avec ma ville ou l'école. Et je me rappelle un peu la voir comme une figure hyper imposante et qui a déjà travaillé avec voilà, les gens dans le hip-hop, tout ça, etc., etc. Et en fait, ça arrive à un moment donné où moi, je m'attends pas du tout à faire ça. À repartir en création, pas du tout. Et puis, je crois que ça vient de Marion Motin. Un big up d'ailleurs Marion pour tout ce qu'elle a fait. Elle cherche un popper pour une reprise de rôle de ce spectacle Casse-Noisette qu'elle vient de créer. Elle a fait 5 dates et en fait le truc part en tournée et son Casse-Noisette, il est plus disponible. Et du coup, on me dit voilà, Marion nous a donné ton téléphone, c'est l'assistante chorégraphe qui m'appelle. Du coup voilà, il faudrait que tu viennes, tout, qu'on se rencontre. Hop, ouais, je passe et tout. Et puis quelques jours après, bon c'est bon, Blanca elle a validé ton profil, let's go. Et là, je suis dans une hésitation. Je crois que je mets genre, je sais pas, 2-3 semaines à répondre. Pour plein de choses. Déjà, l'appréhension de repartir en création dans un truc où je sais pas si ça va me plaire. D'être bloqué, parce que c'est beaucoup de dates. C'était déjà à l'époque, à un moment donné, où il fallait que j'annule plein de trucs qui étaient déjà programmés. Et puis Blancali. Blancali en elle-même, parce que j'ai eu des échos. J'ai eu des échos d'autres danseurs. Ouais, c'est dur, c'est difficile, elle est comme ça. Elle est exigeante, ouais. Ouais. Et puis, en fait, même moi, à ma grande surprise, j'accepte le truc. Je dis, vas-y, let's go. Je vais à Madrid 3 semaines pour répéter, apprendre le rôle. Et Puis attends, c'est le premier rôle. ouais. Premier rôle et puis premier noir, faire Casse-Noisette. C'est fou. Enfin, tu t'en rends compte de ça ou? Ben, je m'en rends compte parce que tu me le dis. Mais sinon, moi, tu vois, Blancali, je me retrouve sur Blancali et je mets mon costume, quoi, tu vois. Et super belle rencontre, en vérité. Moi, je l'ai jamais sentie dure ou exigeante. Pour moi, tout ce qu'elle demande, c'est juste le strict minimum qu'un danseur doit pouvoir donner sur scène et en exigence de travail et tout, etc. Et c'est pas plus que ce que j'ai pu connaître. Et c'est juste, ouais, il faut déchirer sur scène, il faut déchirer ton spectacle, il faut être clean et propre. Et en vérité, ça rentre moi dans ma veine d'exigence personnelle. Et puis, elle me laisse carte blanche totale. Ah ouais. Elle me dit, je veux pas que tu refasses le Casse-Noisette que j'ai eu avant, je veux que tu fasses ton Casse-Noisette à toi. Très bien. Je veux que tu trouves ton perso et je veux que tu me proposes des trucs. Et je crois que concrètement, le moment que j'ai passé avec elle à recréer le solo, il a duré peut-être 2 heures. Et elle m'a dit, vas-y, c'est bon. Si c'est comme ça et que tu me le gardes comme ça tous les soirs, c'est bon. Et puis après, elle passe de temps en temps. Je sais pas, on a plus de 250 dates maintenant aujourd'hui. Ouais, parce que vous avez commencé en 2022. Ouais, en 2022, ouais, presque 300 dates, je crois même. Elle vient et comme elle n'est pas là tout le temps, elle voit l'évolution du spectacle aussi, comment le truc est évolue. Et puis au bout d'une dizaine de dates, elle m'a dit, c'est bon, là, t'as trouvé ton perso. Let's go. Maintenant, faut y aller. Vas-y, fonce dedans, joue-le, tu vois. Tu peux te permettre de le jouer encore plus, tu vois, d'y mettre du faciès, tout ça. Et elle est vraiment de bons conseils. Elle est vraiment, tu sens que c'est quelqu'un d'hyper expérimenté dans son truc. C'est une génie, tu vois. Et du coup, après, bah, ça a été cool. Elle m'a invité sur plein de plateaux télé qu'elle a pu faire. Voilà, là aujourd'hui, elle est directrice de la Villette. On va sûrement bosser aussi là-bas. Il y a des choses à faire. Et dans ta danse, qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, cette création? Est-ce que ça a fait un peu évoluer? Bah déjà, ça a dû me faire travailler une technique que j'avais pas bossé pendant des années. Le robot, l'automate, tu vois. Même si voilà, j'ai des restes, mais il a fallu repartir dans cette technique. Mais alors que le popping, c'est quand même c'est les bases. Oui, mais c'est les basiques, bien sûr. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a des restes et tout, il y a des trucs, mais en fait, j'ai tellement freestylé, j'ai tellement tué cette danse dans d'autres sphères. Je l'ai tellement, tu vois, tordu pour que ça devienne mon style, mon unique, que revenir dans ça, dans l'homme de bois, même pour moi, c'était un challenge en vérité, tu vois, que je pensais pas insurmontable, mais il a fallu le faire. C'était cool parce que ça m'a refait, bosser de la technique que j'avais plus forcément le focus dessus et puis se connecter encore avec des gens, des nouvelles personnes, une nouvelle équipe. Pars en tournée, tu vois, c'est toujours. T'es pas seul pour le coup. T'es pas seul et puis t'es un peu dans Secret Story, tu vois. T'es en vase clos comme ça. C'est une aventure humaine aussi. L'équipe elle a changé aussi, elle a évolué, tu vois. En 2-3 ans, ça évolue. Au début, c'était pratiquement que des danseurs espagnols. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus de Français parce qu'on a tourné beaucoup plus en France. Là, prochaine grosse date pour toi. Directeur artistique du Red Bull Dance Your Style, c'est la 2e année. Ça aussi, c'est un rôle que j'aime bien parce que ça me permet encore de devoir rester connecté à la nouvelle génération.
tous ces nouveaux talents qui pop-up dans le game, parce qu'en vérité, moi, je fais un peu, au final, une sélection des danseurs de l'année, tout style. Moi, personnellement, dans ma direction artistique, c'est vrai que c'est hyper intéressant comme travail parce que je dois regarder des battles toute l'année, le truc que j'ai fait toute ma vie, en tout style. Moi qui suis plutôt éclectique, j'adore regarder d'autres styles. Et puis c'est un peu un métier de, tu vois, de recruteur de foot, tu vois, de repérer ces nouveaux talents, ce qu'on faisait aussi avec Yuxon dans House of Hip Hop. Donc c'est un peu vraiment la veine de ce que j'aime faire aujourd'hui. Et du coup, on a la finale nationale qui a lieu le 5 juillet. Cette année, tout se passe dans le sud de la France. Donc la finale est à Marseille. Et donc il a fallu qu'aussi que je prenne des gens un peu plus du sud, tu vois, pour Ouais, c'est bien. Délocaliser un peu Paris, c'est pas non plus. exactement, tu vois. Ouais. Et du coup, bien sympa, j'adore faire ce truc-là. T'es aussi beaucoup approché pour être juge. Comment est-ce que tu le vis, ça? C'est quand même une grosse responsabilité. Tu vois, par exemple, le Juste Debout, des fois, tu dis, alors, forcément, moi, j'ai pas du tout la même technique que toi, mais des fois, je me dis, mais ça devait être lui qui devait gagner. Ouais. Tu sais? Explique-moi ça. Ouais, bah, c'est assez spécial en vrai. Bah ouais. C'est assez spécial. Moi, en plus, j'ai déjà jugé le Juste Debout et c'est encore plus spécial au Juste Debout parce qu'il y a tellement de pression. Il y a tellement de stories autour de cet événement. Mais voilà, j'ai jugé partout dans la planète, tout type de compétition en plus. Je pense qu'il y a le vrai jeu déjà, c'est de rester impartial, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est hyper dur de le faire quand on est sur de l'émotion. Parce que la danse, c'est ça que ça te procure, c'est que des émotions, c'est que des... Et toi, en tant que juge, tu dois aussi bien les prendre et voir ce que ça te fait, et en même temps, pas te laisser submerger par ça, parce que tu dois quand même avoir un œil sur la technique. Mais la technique, c'est pas le seul truc, parce qu'il y a aussi l'attitude, il y a aussi la manière dont tu prends la musique, il y a aussi la manière dont t'es sapé, il y a aussi, tu vois ce que je veux dire, il y a tellement de paramètres. Même, pour te dire la vérité, je pense que même juger la danse, c'est un des métiers les plus durs. Je suis sûre. Et du coup, et encore plus en battle dans le milieu hip-hop, avec tout ce que ça inclut, tu vois. Parce que tu vas juger le battle bad à Sarcelles ou un battle random au Japon, ça a rien à voir. La vibe, elle a rien à voir. À Sarcelles, tu vois, le battle bad, il est en plein milieu de la cité. Donc tu sens tout de suite le truc. Tu vas au Japon, quoi que tu dises, quoi que tu juges, on va toujours être merci monsieur. Donc il y a aussi le comment tu t'adaptes ou là où t'es, etc., et le public que t'as. Moi, le truc que j'essaie toujours de faire, parce qu'au final, tu juges tellement de battles, tu vois tellement de danseurs, tu les as pratiquement tous affrontés que tu les connais tous. Et en fait, t'es sur des espérances. Les danseurs que tu connais, t'espères qu'ils donnent tel niveau ou tel truc. Et en fait, moi, mon jeu, encore une fois, à moi, en tant que juge, c'est de faire comme si je les connais pas. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible, mais quand je rentre dans ce mood-là, ça me permet de pas être sur le je sais ce qu'il peut faire ou je sais à quel niveau il peut danser. Là, frérot, tu m'as donné que 30% ou non, il faut juger ce moment-là, tu vois. Donc rester sur le moment, vraiment. Et ça m'aide un peu. Un peu. Un peu, ouais. Donc c'est quand même dur pour toi. Ah non, c'est dur. Bien sûr, c'est super dur de juger. Et puis en plus, des fois, moi je sais qu'il m'est arrivé de briser des rêves. Tu vois, tu joues des gros battles, c'est la finale. Les deux, ils rêvent de gagner. Tu vois. Donc forcément, aussi bien tu donnes la victoire à quelqu'un, aussi bien tu l'enlèves. Et Mais ça, c'est le jeu, c'est les règles. c'est le jeu. Et puis ça aurait été un autre juge, ça aurait pu être autre chose. Les résultats auraient pu être totalement différents. Et c'est là où ça reste de l'art et pas du sport. Et que ça reste un truc subjectif que entre guillemets, tu peux pas amener au JO. Parce que il y a ce truc-là. Ah, donc pour toi, tu peux pas l'amener au JO? Pour moi, le popping, en tout cas, il a rien à faire au JO, ça c'est sûr. Je suis pas contre le break au JO. Pour moi, c'était top, c'était une réussite, même s'il y en a une qui nous a cassé le délire. Mais toujours est-il que je pense que ça reste avant tout de l'art. Et que c'est super dur de juger une danse avec des points comme un sport où tu dois courir le plus vite ou un autre où tu dois sauter le plus haut, tu vois. Oui, t'as quand même des critères qui restent quand même assez objectifs, en tout cas. Ouais, parce qu'en break, tu vas pas juger celui qui tourne le plus vite ou celui qui a fait le plus de tours. Ça englobe plein d'autres choses, tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que là, maintenant que tu passes un peu justement cette casquette de entrepreneur, tu vas réussir à garder ce qui est finalement essentiel pour toi, et le métissage et le jeu? Ben le jeu, parce que je vais continuer à danser, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un truc qui va jamais me quitter. Je continue à faire de la musique aussi, quoi qu'il arrive.
Je travaille avec beaucoup d'artistes à plein de niveaux différents de la direction artistique. D'ailleurs, tu as retravaillé avec M. Pokora quand même. J'ai retravaillé avec M. Pokora dans un tout autre registre parce que pour le coup, il nous a donné carte blanche sur le la chorégraphie. Et on a chorégraphié avec Marvin, Armel et Chacal sur ce truc-là. Et donc c'est vrai que ça reste un très très bon souvenir. Et puis Matt Pokora, c'est un vrai bosseur aussi. C'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que ça reste un artiste, un chanteur, mais quand il s'investit dans un truc comme la danse, il veut le faire à fond et il bosse plus que toi. Et ça, c'est toujours très inspirant. Tu as collaboré avec plein de personnes. Là, tu donnes aussi tes règles du jeu, c'est-à-dire que tu deviens aussi chorégraphe et donc tu proposes, t'es pas que dans les projets des autres. Bien sûr, ouais. C'est le but de toute manière d'un moment donné d'arriver à imposer ta patte. Tu vois, d'arriver à imposer ta patte. Et puis, moi, je pense qu'aussi, c'est ce truc-là où pendant des années, j'ai juste pas assumé mon statut. Et il y a un moment donné où je me suis juste rendu compte de l'influence que je pouvais avoir ou de ce que j'avais réalisé qui me donnait ce statut-là. Et que donc, il fallait pouvoir proposer et faire des choses en rapport avec ce statut pour fédérer ou pour proposer des créations visuelles, chorégraphiques qui marquent. Genre quoi? Qu'est-ce qui a été ton plus grand succès, selon toi, là-dedans, justement, dans cette proposition-là? Je suis pas encore arrivé à ce que je veux, donc je vais pas en parler. J'ai fait plein de trucs, c'était cool et tout, mais c'est pas ça, pas assez grand encore. Ok, donc t'as une idée en tête, en tout cas. Ouais, j'ai plein d'idées en tête, j'ai trop de trucs. Mais trop de trucs. Moi, ce que j'ai lu quand même, c'est que tu voulais quand même faire un festival itinérant à Ivry. Ouais. Ça en est où, ça? Ça en est que c'est en grand stand-by, parce que tu connais les mairies un peu, les élections, les trucs et tout. C'est encore dans la boîte? C'est encore dans la boîte parce que je sais que je me dois de donner quelque chose à cette ville. Même si voilà, tu vois, comme je dis souvent, pendant des années, j'ai représenté un quartier, Henri Barbus, je sais même pas c'est qui ce mec au final. Ça se trouve, c'est un gros facho, mais ce que je veux dire, c'est que cette ville, elle m'a porté quand même. Tu vois, elle m'a porté, elle a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et pour moi, c'est important de pouvoir redonner à cette ville parce que c'est une ville de hip-hop en plus et qui est très jeune, qui est demandeuse. Tu vois, c'est vrai que l'idée de ce festival ivrien, il va voir le jour d'une manière ou d'une autre. Tu voulais aussi mettre les femmes en avant dans le mouvement, donc ça peut être peut-être dans le hip-hop, mais aussi peut-être dans d'autres danses. Ça en est où, ça? Je pense que j'essaie de le faire déjà tous les jours. C'est-à-dire que j'avais monté un groupe de filles. Dans mes juges, je mets toujours des femmes. Dans mes DJ, une de mes DJ que je book le plus, c'est DJ Tissia, qui est une femme. Déjà, je pense qu'il y a ce truc-là par rapport à ma mère. Pour moi, c'est la meilleure danseuse du monde. Donc, je vois pas comment ne pas être inspiré par cette dame. Et puis, de par mon vécu personnel dans la danse et même dans le pop, si je me parle encore plus particulièrement du pop, je trouve que c'est une danse que les femmes comprennent mieux que les hommes. Elle demande beaucoup de compréhension de son corps, des chemins de son corps. Et donc, elle demande beaucoup, au final, de vulnérabilité, de se livrer. Là où, quand tu regardes la forme du pop, c'est de la force. J'ai l'impression que c'est un truc très fort, c'est contraction. Alors qu'en fait, cette force, elle vient parce qu'il y a le relâché. Le lâcher prise. Tu peux pas contracter si fort si ton corps est pas relâché. Et un des trucs que comprennent le mieux les femmes, d'après moi, c'est ce lâcher prise. Elles vont plus vite dans l'état de corps, le fait de se connecter. Donc pour moi, la place des femmes dans la danse, elle est même pas à faire en vérité. Elle est juste là. C'est juste à nous, les hommes, de les mettre encore plus en avant. Je comprends aussi les gens pour qui ça devient un combat, tu vois. Mais en fait, moi, je le considère même pas comme ça. C'est juste à nous de faire encore plus le travail pour l'accepter, en vérité. Parce que c'est juste là. Pour moi, les femmes sont juste des meilleures danseuses que les hommes. C'est que... Carrément. Comme je t'ai dit, par rapport à la compréhension du corps et le lâcher prise que demandent certaines techniques dans la danse, elles y vont plus rapidement. Elles touchent ce point-là plus facilement. Là, tu me parles du popping. Non, je parle de toutes les danses en général. Okay. Pour moi, elles vont être tout de suite moins dans la force, moins dans le show-off, et donc beaucoup plus dans la sensibilité, beaucoup plus dans l'expression. Et en fait, c'est ce qu'on demande au final à un bon danseur. Et aussi de jouer quand même. Et au final, de jouer, forcément. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, maintenant, avec ton fils là? Il est danseur ou pas? Non, mon fils, il danse quand il marque des buts, lui. C'est la danse de la célébration, lui. Ouais, lui, c'est que ça. Il est que dans celle-là. Lui, le pop, c'est un truc de papa, ça. Il fait ça comme il fait ça, ouais, tu vois. Mais c'est vraiment, lui, c'est vraiment pour le fun.
J'ai jamais essayé même, je pense, de mettre la graine. Mais tu l'as quand même embarqué à droite à gauche. Ah, mais il est partout avec moi. Voilà. Il a été à Chicago en week-end, le mec, laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, la santé déjà, Inch'Allah, déjà. Parce qu'en plus, le corps, il vieillit, là, hein. Le corps, il vieillit, et puis on arrive dans une ère pas très drôle, on dirait aussi. Voilà, et on peut me souhaiter... J'ai pas envie de rester en France. Si on peut me souhaiter de bouger... Ça veut dire qu'on va perdre un des plus grands danseurs. Hein. Non, mais je vais être là parce que la France c'est mon pays, mais il y a plein de choses qui se passent en ce moment en société, tout ça, etc., qui je pense me parlent plus. J'ai pas envie de devenir, comment on dit, aigri. Gris. J'ai tellement la joie de vivre en moi, je suis tellement quelqu'un qui aime rigoler que ça va me tuer dans l'âme. Et ça, c'est pas possible. Il faut que je vive dans un pays où il fait chaud et où la mentalité des gens, elle me met de bonne humeur. Genre où? Genre en Afrique. Peut-être donc quand tu iras au Cameroun, ça va être intéressant. Ouais, ça peut l'être. C'est beau le Cameroun. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. Merci beaucoup, Nelson. C'est beaucoup à toi, Myriam. Voilà, c'est la fin de notre entrevue avec Nelson et Wandé. Ce qu'il nous a transmis, c'est bien plus qu'un palmarès. C'est une façon d'être au monde à travers la danse. Dans le premier épisode, il nous a plongé dans ses fondations, son enfance, les débuts dans les booms de quartier, l'adrénaline des battles et cette solitude, parfois nécessaire, pour forger un style, une identité, un mental. Dans le second épisode, il nous a emmenés ailleurs, sur scène, dans la création, dans la transmission. On y découvre un homme qui, après avoir tout gagné, choisit de redonner aux plus jeunes, à son territoire, à ses pairs. Ce que j'en retiens personnellement, c'est qu'on peut être le danseur de hip-hop le plus titré au monde et garder les pieds sur terre, la main tendue et la liberté chevillée au corps. Si ces épisodes vous ont touché, n'oubliez pas de vous abonner au Sens de la danse, de laisser 5 étoiles et de les partager autour de vous. Merci de nous avoir écoutés et à dimanche prochain pour une nouvelle rencontre. D'ici là, prenez bien soin de vous.